est-ce qu'ils ont changé d'attitude par rapport à toi depuis que tu gagnes de l'argent? Ouais. Ouais, carrément. Macron a fait couler ta boîte. Et donc, je passe de en 3 mois, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et c'est génial, à je fais 0 euros de chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment-là, je me suis posé plein de questions et j'ai fait des dreads. Laisse-moi te présenter mon invité d'aujourd'hui. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a su jouer des coudes pour rebondir et retomber sur ses pattes. J'ai la joie de te présenter Jordan Chenevier-Truchet. Bonjour Jordan. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de l'effet kangourou. Je suis super heureuse de t'accueillir parce que je suis ton aventure entrepreneuriale sur LinkedIn depuis très longtemps. Je trouve que tes réflexions sont brillantes. Tu partages énormément de contenu, que ce soit sur ta chaîne YouTube, dans ton podcast Conquête, évidemment dans tes posts LinkedIn. Mais je t'avoue que moi, ce que je préfère, ce sont tes prises de position. Et elles reflètent un petit peu au compte-gouttes tout ton parcours, mais ça m'a rendue très curieuse. Est-ce que tu serais OK pour nous partager aujourd'hui, nous imprégner un petit peu de ton vécu ? Bien sûr, avec plaisir. Je me présente? Je te laisse te présenter à la caméra qui est déjà fan de toi. Ok. Et ben moi, c'est Jordan Chenevier-Truchet, comme Valentine, tu viens de me dire. Je suis entrepreneur. Je suis notamment le cofondateur d'un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer. Et avant ça, j'ai été directeur marketing d'une boîte qui s'appelle Germinal. Et avant ça, j'ai eu un parcours, on pourra peut-être revenir dessus, mais j'ai été danseur professionnel. J'ai monté une boîte qui n'a pas fonctionné. J'ai été acheteur dans l'industrie. Enfin bref, voilà. Et je suis très heureux d'être là avec toi. Ça me fait très plaisir tout ce que tu viens de dire. Donc voilà, merci. Avec plaisir. Et je commence d'ailleurs par ma première question. Toi, t'es parti un petit peu de maintenant vers l'envers. Moi, je vais faire l'inverse. Dans quel environnement t'as grandi ? Est-ce que t'as grandi dans un environnement un peu entrepreneurial ou pas du tout ? Pas du tout. Alors en fait, il s'avère que j'ai pas grandi dans un univers entrepreneurial jusqu'à ce que je sois jeune adulte. Et en fait, après, mon père, il est gérant d'une petite menuiserie. Ok. Mais en fait, moi, quand j'ai grandi, il était commercial. Donc pas du tout. Et j'ai vécu, je dirais, dans un milieu, tu vois, très classe moyenne. Je sais pas, moi, vraiment, souvent, j'ai le sentiment, tu vois, notamment sur LinkedIn, on voit les gens. Alors, soit t'as les histoires de gens, ils sont écorchés vifs, etc. Voilà. Ou, enfin, globalement, de la galère, etc., etc. Ou alors des gens qui mettent vraiment des paillettes de partout. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un parcours banal, en fait. Tu vois, c'est vraiment. J'habitais dans une petite ville de 10 000 habitants entre Grenoble et Chambéry. J'ai pas eu de difficultés particulières dans mes études. Oui, j'ai redoublé ma seconde, mais parce que tu tapes une petite crise d'ado, un peu comme tout le monde. Tu vois, je pourrais le storyteller en disant, ouais, voilà, ça a été terrible et tout machin. T'as souffert. Tout le monde a vécu ça, tu vois, à un moment donné, une petite crise ado. Et ouais, classe moyenne, des études classiques, voilà. J'étais vraiment prédestiné à travailler en tant que manager ou directeur dans une boîte, tu vois, PME ou groupe, voilà. Mais l'ambition globalement familiale, c'était si tu arrives à être manager ou en direction dans un grand groupe, C'est chouette. success. Tu vois. Ok. C'est un truc dans ma famille, personne l'a fait, machin. Donc t'as fait des études dans ce sens-là, des études de marketing un peu ? Pas du tout marketing, donc moi c'était des études pour être acheteur, c'est pour ça que je Ok. suis devenu acheteur après. Ok. Donc en fait, moi j'ai fait des études d'achat pour du coup être acheteur dans l'industrie. J'ai été du coup à un moment donné acheteur chez Valeo qui est une boîte du CAC 40. Donc à un moment donné, tu vois, si tu veux, j'ai commencé mon parcours professionnel de cette façon et forcément après t'es censé passer les échelons. Donc tu vois, pour ma famille, c'était ça y est, il est rentré chez Valeo, boîte du CAC 40, il travaille en costard toute la journée. Il négocie des gros deals, il y a un moment donné, il va devenir manager, etc. Tu vois, je faisais la fierté de la famille. Ok. Mais moi, ça m'allait pas. Il y avait un truc monté à Paris aussi ou pas ? Je suis monté à Paris. Et donc il y avait aussi ce prestige de il est monté à la capitale, il travaille en costard ? Pas... tant. Alors, pour le coup, monter à Paris, pas tant que ça. Je pense que ça faisait son petit effet. Hmm. Mais vu que moi, c'est pas du tout quelque chose, tu vois, qui m'impressionnait le fait d'être à Paris et que ça m'a un peu saoulé en réalité, Paris. La manière dont je parlais de cette expérience-là, notamment auprès de ma famille, je pense que ça les cassait un petit peu dans leur délire de il est monté à la capitale. J'en parlais vraiment comme un truc en fait que je trouvais un petit peu chiant. Et du coup, tu vois, c'était pas du tout. Du coup, ils étaient pas du tout dans ce truc de ah, il est monté à la capitale parce qu'en fait, ils savaient que moi je trouvais ça chiant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. T'étais fière à ce moment-là de ce truc-là ou t'étais fière parce qu'il était fier ? Je saurais pas dire. Ouais. Bah, en fait, je dirais que j'étais fier parce que c'était l'aboutissement notamment de mes études.
tu vois. Ouais. Tu fais des études, tu as un bac plus 5 en tant qu'acheteur, tu arrives à trouver un job chez Valeo, surtout dans les métiers de l'achat. Alors, tu sais, c'est très loin de notre milieu, mais dans, dans l'achat, le milieu automobile notamment, c'est vraiment un peu l'élite, tu vois. Mm. Et du coup, moi, j'étais dans le secteur automobile, Valeo, boîte du CAC 40, j'étais au siège à Paris. Et tu vois, du coup, pour moi, c'était un peu l'aboutissement du truc. Je pense que pour ma famille, c'était aussi, ah, ça y est, tu vois, c'est l'aboutissement. Et encore une fois, tu vois, il commence sa carrière dans une grosse boîte et tout, Mm. machin. Mais ouais, je sais pas, je pense que c'était un peu un mix des deux en réalité. Ouais, ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire quand tu avais 30 ans? Quand Ah, tu allais mais avoir 30 ans? absolument pas. Ouais. Ah non, mais En fait, tu vois, c'est bizarre, mais c'est une réflexion que je me fais de temps en temps parce que, je- en fait, tu vois, c'est souvent difficile de prendre du recul sur le chemin parcouru. Et, euh, et en fait, j'aime bien souvent me rappeler de les réflexions que j'avais quand j'étais ado, par exemple, sur ce serait quoi mon goal ultime professionnel ou ce serait quoi mon goal ultime en termes de salaire, tu vois, ne serait-ce que ça. Parce que tu vois, tu sais, tu parles un peu, du coup, je digresse un petit peu sur le sujet du salaire, mais parce que je pense que c'est un bon truc, tu vois. C'est, tu parles à des gens ou même, tu vois, t'atteins des certains niveaux de salaire, etc. Et puis tu parles à des gens, ils te disent, tu vois, c'est le coup du SMIC LinkedIn, tu vois, par exemple, où, ouais, 10 000 € c'est rien, machin, tu vois. Et puis, tu sais, ça devient un peu ta norme, tu vois, tu te dis, oui, bah les gens, ils considèrent que 10 000 € c'est rien. Et moi, souvent, je me rappelle, tu vois, un truc, parce que c'est très clair dans ma tête, quand j'étais ado, une question que je me posais, c'était, pour toi, un riche, ça gagne combien par mois? Mm. Tu vois cette question? Ouais. Et en fait, le truc, c'est, quand j'étais ado, bah, j'avais un truc très clair dans ma tête de, je peux le partager, hein, je me disais, putain, un riche, ça gagne 3 500 € par mois. Vraiment, c'était ce truc, tu vois. Quand tu dis ado, c'est quel âge? 15-16 ans? Ouais, même entre 16 et 18, tu vois. Ok, ok. Au moment où tu commences un peu à envisager les études supérieures, et donc il faut que tu te poses des questions sur ton métier futur, tu vois, tu vois, ce genre de choses. Ok. Et c'est très très clair pour moi. Et tu vois, vraiment, je me souviens qu'à cette époque-là de ma vie, je me disais, si un jour tu gagnes plus de 3 500 € par mois, mais T'es un ouf! tu vois ce truc? Ouais. Et en fait, c'est important de se souvenir de ces trucs-là. Mm. Parce que, en fait, je trouve que bah, quand t'es ado, que t'es pas du tout dans le milieu professionnel, etc., t'as un peu une espèce de vue globale de la société que, en fait, t'as plus professionnellement quand t'es inscrit dans un microcosme. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc voilà, et donc bah, tu vois, moi typiquement, bah, quand j'étais plus jeune, ben, je me disais, bah, à 30 ans, je serai manager dans une grosse boîte et ce sera le goal ultime et peut-être que j'arriverai à gagner 3 500 € par Je mois, tu serais vois. blindée, je Et sais je tout serai quoi faire de ma blindé, thune. etc. Tu vois. Ouais. Et donc je n'avais absolument aucune idée que je ferais ça. Et d'ailleurs, le truc assez marrant, c'est que ma première année d'études supérieures, j'ai fait un DUT. euh, et ben, j'ai fait des cours de marketing et je détestais ça. Ok. Voilà, je détestais, je trouvais ça pas bien. Et du coup, je m'étais dit, mais comment on peut faire du marketing dans sa vie, quoi? C'est tellement du bullshit, tu vois. Et maintenant, j'adore mon métier, quoi. Ouais. Je me dis, mais, pouah, mais en fait, c'est trop bien et tout. Voilà, Ça fait partie d'un truc qui a bifurqué un peu. complètement. Ok. Donc là, on est chez Valeo. Allez, ouais. Valeo, t'es dans ta boîte, t'es installé, t'as ton salaire, t'as ton SMIC LinkedIn, Non, alors, non, j'avais pas mon SMIC LinkedIn à ce moment-là, j'avais mon vrai SMIC. t'avais ton vrai SMIC. Et tu restes combien de temps dans cette boîte? 1 an et quelques mois. C'est toi qui pars? Ouais, Pourquoi? parce que j'avais envie de monter une boîte. Ok. En Donc, fait, t'avais quel âge, attends, à cette époque-là? je saurais pas dire, je devais avoir 23 ans, un À truc comme 23 ça. ans, tu t'es dit, je veux monter une boîte. Ouais, ou peut-être, attends, ouais, ou bon, peut-être 24 25 ans, un truc comme ça, ouais. En fait, alors, dans mon parcours, il y a un truc très particulier à un moment donné pendant mes études, qui est que, euh, en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans mes études, j'ai commencé à être un peu intrigué par le milieu startup. Ok. Le milieu startup, quand moi, du coup, je commence mes études, c'est Google, Facebook. Pour moi, Ok. c'est ça une startup, tu vois. C'est Ok. Google, Facebook, machin, c'est la Silicon Valley. Et donc, je me dis, ce serait le rêve d'arriver à travailler dans une boîte de la Silicon Valley. C'est quoi qui t'intriguait là-dedans? Le mode de vie?
Ben, et surtout, je trouve la façon de travailler. Parce que, encore une fois, moi, de par mon contexte familial, etc., pour moi, le travail, c'est t'es en costume, hiérarchie hyper pyramidale, t'as ton bureau dans une petite pièce vitrée, et Mm. ça, c'est le goal ultime, tu vois. Et après, tu vois un reportage de Google où les gens, ils vont en salle de réunion en passant par un toboggan. Ouais. Je me souviens de ça, ouais. Tu vois, et je pense que tout le monde a été un peu marqué par ces trucs de putain, mais c'est quoi ce délire? Ça a l'air trop bien. La cantine est gratos, il y a de la bouffe super bonne. Tu vois, tu sais, tous ces des espèces de petits apparats, mais où tu te dis, ah ouais, ça a l'air d'être vraiment cool, tu vois. Et donc, moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, moi, j'aimerais bien travailler aussi dans un contexte comme celui-là. Et j'ai fait beaucoup d'économies et tout machin pour arriver à bosser là-bas. Et donc pendant en fait presque un an, j'ai fait un stage dans une boîte de la Silicon Valley. Ok. C'était pas Google machin, j'étais acheteur, c'était une boîte de l'e-commerce, donc moi je faisais de l'approvisionnement, etc., etc., tu vois. Mais j'ai mis un pied là-dedans. Et vraiment, moi j'y étais aux États-Unis, j'y étais en 2013-2014, c'est vraiment le moment de la folie startup. Et donc, n'importe quelle boîte attire la curiosité, les gens sont hyper enthousiasmés par des trucs. Un exemple, donc, parce que tu es plus jeune, je pense pas que tu aies connu ce truc-là, mais il y a une boîte, moi, qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui s'appelle Yo. T'as jamais entendu J'ai parler jamais de entendu Yo? parler d'Io, non. Yo, c'est quoi? C'est une appli. Tu as tout ton répertoire de gens qui sont inscrits sur Yo. T'appuies sur la personne de ton choix et elle reçoit une notification. Jordan t'a envoyé un Yo. C'est tout. La boîte, c'est ça. C'est un oui sur Messenger, c'est un POC sur Facebook, quoi. Exactement. Ok, ok. Mais c'est tout. Et tu La bossais boîte, chez eux? c'est ça. Non, je bossais pas chez eux, mais c'est le moment où cette boîte a explosé et ça a fait un énorme buzz. Tout le monde utilisait cette appli et tout, machin, tu vois. Ok. Elle a levé 1,5 million, machin, sur ça, tu Sur vois, ça. sur ce concept. D'accord. Et donc, les gens trouvaient ça trop cool, genre, ah, mais c'est trop cool cette boîte Yo et tout. Et tu vois, moi, vraiment, j'étais là-bas et je me disais, mais putain, tu peux monter n'importe quoi et ça peut marcher, Et tu vois. ça passe, ok. Et donc, bah, quand je suis rentré en France, j'ai fini mes études, j'ai bossé chez Valeo, machin, nan, nan, mais ça a planté une graine en fait. Hmm. Ça a planté une graine et j'imaginais jamais monter une boîte et à partir de ce moment-là, je l'envisageais, tu vois. Ok. Et donc je suis rentré chez Valeo, je me suis dit non mais en fait moi je veux pas ça et donc j'ai quitté pour essayer de monter une boîte. Voilà. Ok. À cette époque-là, on est en quelle année? 2016 je crois. 2016. Je quitte Valeo je crois 2016 ou 2017. Ok. C'était ta période dreadlocks? Non ça c'était après. C'est après la période dreadlocks? Ouais, ouais, en fait j'ai monté ma boîte n'a pas fonctionné et j'ai un peu pété un câble et c'est ma période d'Adlocks. D'accord, ok. La boîte que tu as montée, c'était laquelle? Alors ça s'appelait Loa. Ok. Et donc, c'était une espèce d'agence artistique. Donc, tu vois, je sais pas si tu connais la série 10%, c'est les Si, 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 agents carrément. artistes, voilà. Andrea Sauf Martel et que, tout. Ouais. voilà. Et donc, en fait, tu vois, tu comprends, si tu as regardé la série 10%, tu vois que le métier d'agent, c'est vraiment un métier de commercial. Mm. C'est tout le temps au téléphone, c'est un métier de terrain, etc. Et moi, en fait, qui connaissais le milieu artistique parce que j'avais été danseur, parce que je suis entouré de gens qui le sont aussi et tout, en fait, je m'étais dit, je vais digitaliser le métier d'agent. C'était ça mon idée. Et donc en fait, bah voilà, pendant 2 ans, j'ai cherché à monter une plateforme de mise en relation entre des gens qui cherchaient des artistes et des artistes, et blablabla. Et, et donc, on en parlera juste avant, mais moi en fait, à ce moment-là, mon marché, après avoir testé plein de trucs, mon marché, mes clients, c'était les mairies en fait. C'était les mairies parce qu'elles cherchaient à booker des artistes pour leur salle de spectacle. Et à ce moment-là, il y avait un énorme marché qui était les temps d'activité périscolaire dans les écoles, où en gros, toutes les écoles avaient l'obligation de proposer des activités autres que les activités d'école aux enfants, tous les jours de, je sais plus, 15h à 16h, tu vois, un truc comme ça. Et ils cherchaient du coup des activités originales à proposer aux enfants. Mm. Et moi, j'avais un catalogue d'artistes, j'en avais 15 000, littéralement, tu vois, donc ça faisait quand même pas mal, Sur toute la France. sur toute la France. Ok. Et donc, en gros, moi, ce que je faisais, c'est je démarchais des mairies et je leur disais, bah, pour vos temps d'activité périscolaire, j'ai une activité à vous proposer. Et du coup, je faisais un espèce de. Je prenais les artistes qui étaient autour de la mairie et je disais, bah voilà, vous pouvez avoir de la danse, vous pouvez avoir de la musique, vous pouvez avoir un machin, tu vois. Et en fait, toutes les mairies disaient, oh oui, merci, vous m'enlevez tellement une épine du pied, tu Ouais. vois. Et donc, moi, je faisais mon business comme ça. Jusqu'au jour où, en 2017, Macron est élu président et une des premières circulaires qu'il fait passer, c'est l'annulation de l'obligation des temps d'activité périscolaire. Et merde.
Et, En plein dedans, et donc, tous mes clients m'appellent et me disent bon, ben, en septembre, on arrête. Parce qu'en fait, c'était chiant pour eux en fait, de gérer ça, tu bien vois. sûr. C'était pas leur métier et tout. Et donc, je passe de en 3 mois, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et c'est génial, vas-y, prochaine million de dollars, à bah, je fais 0 € de chiffre d'affaires. Donc Macron a fait couler ta boîte. Macron a fait couler ma boîte. Vache. Et donc, tu vois, c'est une histoire assez marrante. Après, j'ai essayé de me refaire sur d'autres trucs, j'y suis pas arrivé. Ok. Et donc, c'est là où après, tu vois, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire et tout, machin. Et c'est à ce moment-là, je me suis posé plein de questions et j'ai fait des dreads. Mm. Et je suis très contente qu'on arrive à ce sujet-là. J'en profite pour aller chercher du coup Le fameux poste. le fameux post. Ah, je le prends en même temps. Et la photo, mais s'il te plaît. Elle est excellente, hein. Tout est génial. Franchement, c'est un de mes posts préf. Voilà, ok. Rien que l'accroche. Étudiant, je voulais faire de l'humanitaire. Une ONG a fait de moi un capitaliste. Avec une photo magnifique qui s'affiche à votre écran. Jordan, est-ce que tu voudrais bien me lire ton post, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, étudiant, je voulais faire de l'humanitaire, une ONG a fait de moi un capitaliste. À l'époque, je pensais que le meilleur moyen d'avoir un impact sur le monde, c'était d'aller sur le terrain dans un pays du tiers-monde pour aider les populations locales dans le besoin. Un jour, je me fais aborder dans la rue par le représentant d'une ONG qui cherche des donateurs et je décide de lui faire part de mon projet. Réponse. Parce que t'es jeune, français et éduqué, tu crois peut-être que t'es plus intelligent ou costaud qu'eux, mais c'est pas le cas. Les bras et les cerveaux, ils les ont. L'argent, non. Tu veux être utile, fais un don. J'ai fermé ma gueule de néocolonialiste à 2 balles et j'ai sorti ma CB, même si je n'avais pas un rond. J'ai jamais arrêté de donner depuis. Quand je dis que le meilleur moyen d'avoir un impact sur le monde, c'est de faire du cash, les gens essayent toujours de me faire la leçon. Et puis je leur raconte cette histoire et c'est eux qui en prennent une. Gagner de l'argent de manière éthique est possible et c'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite. Alors apprenez à en faire, à l'investir et surtout à bien le dépenser. En bref, avant de vouloir sauver les autres, sauvez-vous vous-même. J'adore ce post. Ce post a parlé à beaucoup de gens aussi. Est-ce que tu as reçu de la haine suite à ce post? Est-ce qu'il y a des gens pas contents? Oui, bah en fait, tu vois, c'est ce que les Anglais appellent les nitpickers, tu vois, tu sais, c'est... Oui, mais en fait, tu sais, Jordan, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, en fait, machin, nanana. Alors, oui, je sais que c'est un Évidemment. petit peu plus compliqué que ça, mais en fait, le message est là, tu vois, en fait, et ça marche. Donc, oui, on peut essayer de trouver les 150 cas particuliers, ça fait pas de mon poste une erreur. Mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Donc, ouais, c'est un peu ça, c'est surtout ça que j'ai reçu, tu vois. Et après, globalement, les gens ont trouvé l'histoire originale et se sont dit, putain, c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne manière de voir les choses et Mm. effectivement là il t'en a mis une bonne, tu vois. Oui, oui, oui. Et j'aime bien surtout comment tu appuies sur mon humeur de néocolonialiste. J'ai bien aimé ça parce que, en fait, moi, je te vois comme ça aujourd'hui. Donc, je connais ton collectif, je connais Bulldozer, je connais tout ça, je connais ce que tu fais. J'ai du mal à imaginer le Jordan Rasta blanc. Franchement, j'arrive pas. Donc, j'aimerais essayer de comprendre la transition qu'il y a eu entre les deux. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, déjà, quand tu as choisi de faire ces rastas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, que t'étais vraiment, genre, ça faisait partie de toi, c'était tous les jours, tout ce que tu voulais, c'était venir en aide aux plus démunis. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est, on a beaucoup parlé tu vois, je t'ai un peu parlé de mon parcours familial, etc. Mais à côté du parcours familial, il y a le parcours amical. Le parcours amical, donc moi, encore une fois, danseur, autour de moi, c'est des gens qui font de la danse aussi, tu vois, c'est des artistes. En fait, les gens qui m'entourent, mes amis au quotidien, c'est un peu... Tu vois, parce que moi, je fais du business, etc. On pourrait croire que les gens qui m'entourent, c'est des gens qui font du business. Mm. Les gens qui m'entourent, c'est des artistes, c'est des intermittents du spectacle, etc. Tu vois, ma vie, elle ressemble à ça en privé, tu vois. Ok. Et donc, bah, c'est plutôt des gens positionnés très à gauche, avec une, tu vois, le fantasme humanitaire, tu vois, c'est un peu ça le truc, tu vois. Ok. Et moi, quand j'étais notamment étudiant, j'avais aussi ce fantasme-là, tu vois. Les gens autour de moi qui partaient faire de l'humanitaire, tu vois, c'est un peu le cliché, mais c'est la vraie vie, tu vois, n'empêche. C'est tous les étudiants qui partent faire de l'humanitaire et qui reviennent, ça m'a transformé. Non mais, tu vois, on connaît tous ces gens-là, tu vois. Peut-être même que t'en fais partie, je sais pas, je dis ça comme ça. Non, 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 mais je vois, j'ai des amis comme ça, je vois le Voilà. genre. Ok. Et donc, euh, et donc en fait, le truc, c'est que bah, moi, je monte une boîte. Ma boîte, c'était une agence artistique et vraiment le truc ma mission, c'était d'offrir du boulot aux artistes. Vraiment, c'était ça, tu vois. En fait, il y a plein d'artistes, ils n'arrivent pas à se vendre, ils ont tellement de talent. Moi, je veux leur permettre de vivre de leur passion, etc., etc. Mhm. À ce moment-là, du coup, cette boîte, elle s'arrête.
moi, je suis un peu en train, tu vois, de complètement remettre en question, bah, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et tu vois, en fait, ben, avant de monter cette boîte, quand j'étais chez Valeo et que du coup je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans cette espèce de grosse machine, en costume et tout, mais qu'est-ce que je fais là, blablabla. Et puis la boîte qui fonctionne. Toute cette période-là, c'est des gros moments de remise en question, etc., etc. Et bah ouais, à ce moment-là, bah, j'envisage, ouais, tu vois, de me dire, bah en fait, je vais aller dans les pays du tiers-monde, etc. Exactement ce que j'ai dit, tu vois, je vais aller dans les pays du tiers-monde, je vais aller aider les populations locales, et machin. Donc, ouais, tu vois, c'est un peu ça le mindset. Mais c'est parce que je me pose plein de questions. Tu vois, si jamais j'avais été en mode, c'est ça que je veux faire de ma vie, j'y serais. Hmm. Mais c'est surtout beaucoup de questionnements. Et donc, pour revenir sur les dreads, en réalité, j'avais les cheveux longs, j'en avais marre de mes cheveux longs, je me suis dit vas-y, qu'est-ce que tu vas tester et tout machin. Et puis vu que j'avais pas de boulot, que machin, je me suis dit franchement, si tu dois te taper un délire dans ta vie à un moment donné, Ouais. c'est le bon moment, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas quand j'étais chez Valeo avec mon costume que j'aurais pu faire ça. Au moins, c'est fait. T'as ta checklist de trucs à faire avant de mourir, t'as eu des dreads. Voilà. Et puis, c'est vraiment ce truc de, vu que je sais tellement pas quoi faire, ce que je vais faire de ma vie et tout, j'envisageais aussi le fait de retourner chez Valeo. Bah ouais. Ah ouais. Bah, c'est une possibilité, tu vois. Je me dis, mais attends, mais en fait, comment je vais gagner ma Tu vie? devais pas être embauché par une autre boîte, tu voulais pas envoyer des CV, tu voulais pas Non, mais quand je dis Valéo, c'est Valéo ou être employé. équivalent, tu D'accord. vois. Enfin, je veux dire, c'est j'envisageais le fait de retourner dans une grosse boîte, costume, faire de l'achat, tout ça, tout ça. Vache. Ouais, d'accord. Et donc, bah, tu vois, tu te dis, bah, vas-y, c'est le moment, quoi. Oh, oh. Voilà. Et donc là, petite, pas traversée du désert professionnel, mais en tout cas, grosse réflexion, quoi, à ce moment-là. Ouais, bah là, je pense la plupart des gens sont passés par cette phase de qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et Mm. en fait, ce qui est très particulier, c'est que tu l'as adolescent au moment où tu dois remplir tes vœux. Tu vois, tu sais, quand tu es au lycée, que tu dois remplir tes vœux de bah, qu'est-ce que tu vas Post-bac. faire sur les études supérieures, le post-bac, exactement. Tu es exactement dans les mêmes réflexions, mais adulte, Mm. avec tes diplômes, tes machins, tu sais, et tu repasses par le même genre de réflexion. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Et en fait, comment être vraiment utile au monde? Et en fait, comment machin, Et tu vois? malgré tout ce que tu avais fait avant, tu te sentais pas plus avancé dans ta réflexion que si t'étais post-bac. Non. C'est hyper intéressant, ça. Ouais, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Je pense que ce truc-là arrive à beaucoup de monde. Euh, et tu vois, bon, moi par exemple, je suis marié, ma femme, et ben en ce moment, elle est en train de traverser ce genre de moment. Tu vois, alors que elle a bossé pendant des années, elle a été diplômée, machin, mais elle aussi, elle traverse ce truc de, mais mince, en fait, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et en fait, je m'y retrouve pas, mais en fait, blablabla. Et c'est exactement les réflexions que tu as en post-bac, tu vois. Et, Tu penses que ça arrive qu'une seule fois dans la vie, ce genre de réflexion, ou c'est des cycles? bah, je pense que, par exemple, on fait partie d'une génération où ça risque de se reproduire de manière plus régulière. Mm. Après, quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu choisis un peu ta destinée, tu vois, je veux dire, et surtout, il y a un truc quand tu es entrepreneur, c'est que si ça fonctionne un peu pour toi, tu changes de métier très souvent. Et donc, ces questions-là, tu te les poses moins. Mm. Parce que tu sais que tu as un levier qui est, bah, tu fais ce que tu veux, tu vois. Je pense que les gens qui sont salariés, ça risque d'être des cycles plus réguliers, ouais. Ok, Hypothèse, hein. Mais voilà. j'entends. Tu entends toi aussi? On entend, tout le monde entend. Quand tu rencontres ce mec-là dans la rue, ça fait quoi dans ton cerveau? Ça explose ou ça met un petit peu de temps? Ah, mais immédiatement, je me suis dit, waouh, il m'a séché, Il quoi. t'a fumé, le Ah, mec. mais il m'a fumé sur place, quoi. Ah non, mais vraiment, enfin. Et je me souviens, j'étais avec ma femme en plus, tu vois, à ce moment-là. Je me souviens, on était dans la rue. Et tu sais, tu te fais aborder, et souvent tu dis, désolé, j'ai pas le temps, machin. Nan. Et puis, je sais pas, à ce moment-là, je me dis, vas-y, c'est quoi, écoute-le. Et puis je l'écoute, et puis je me souviens vraiment clairement de où j'étais, à quoi il ressemble et tout. Tu sais, c'est vraiment marquant comme souvenir. Et vraiment, je me souviens de, bah voilà, les dons et tout. Et puis moi, je lui dis, vraiment, je me souviens de lui dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai envie d'avoir plus d'impact que ça. Tu vois? Et il m'a dit, comment exactement? Et je lui dis, bah, je sais pas, tu sais, en allant sur place, en aidant les gens, machin. Et là, tu sais, il me dit, mais attends, je comprends pas. Et tu vois, bah voilà, les bras, les cerveaux, ils les ont et tout, l'argent non, donc.
fais un don. Mm. Et vraiment, je suis resté sur le cul et je me suis dit, putain, il vient de me fumer. Mais littéralement, il vient de me Ça faisait fumer. des années que tu avais une philosophie, que tu avais une pensée, et le gars, en 2 phrases, il t'a Ah, démonté mais le il m'a truc. démonté. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, vraiment ce truc de le néocolonialisme, tu sais. Mm. C'est vraiment, je me suis dit, mais autour de moi, tout le monde est dans ce truc de faut aider les gens, machin. Et en fait, là, il vient de te faire réaliser que c'est vraiment une pensée coloniale, tu sais. Ouais. De bah oui, on va aller dans ces pays sous-développés et on va leur apporter notre savoir. Ils ont besoin de moi, Voilà. forcément. Pas de mon argent, parce que mon argent, c'est le mien, parce que je l'ai gagné, mais ils ont besoin de moi. Exactement. Ouais. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, il vient de me démonter. Et du coup, vraiment, bah, j'avais pas un rond, tu vois. Ouais. Mais j'ai sorti ma CB, j'ai donné. Et depuis, tu je t'es donne, pas- tu vois. Enfin, Et ça fait 5 ans. ça fait, ouais. 2018, ouais. Ouais, mais non, bah, du coup, c'était à ce moment-là. Je crois que c'était au moment où j'étais en train de monter ma boîte. Mm. Donc ça devait être peut-être 2016 ou 2017. Mm. Mais bon, bref, tu vois, un peu dans ces eaux-là. Et là, vraiment, ça a été, ouais, ça a été une énorme révélation. Ouais. Là, ce qu'il est en train de raconter, c'est super intéressant. Ça touche à tout ce qui est choc émotionnel. Et ça, on en a parlé dans un autre épisode avec Antoine Perrine, que je t'invite vraiment à écouter après. Ça complète totalement le propos de Jordan. Allez, on est reparti. Tu m'étonnes. Donc, t'as Voilà. rasé tes dreads. J'ai rasé mes dreads et j'ai fait mon oseille. Et t'en parlais il y a pas longtemps dans un post, c'était intéressant. Tu parlais du fait qu'il n'y avait aucun mal à faire de l'argent de façon éthique. Ouais. Aujourd'hui, t'as cette sensation-là, avec Bulldozer, de faire de l'argent éthique? Bah, tu vois, l'éthique, c'est très propre à plein de gens. Moi, je te donne un peu les réflexions que j'ai, moi, à titre perso. Je sais très bien que mon métier, c'est de générer de la croissance pour les entreprises et que générer de la croissance pour les entreprises et l'écologie, c'est un truc qui n'est pas particulièrement compatible. Je le sais. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas très éthique. En revanche, le faire sans, tu vois, cette pensée de si tu gagnes de l'argent, ça veut forcément dire que de l'autre côté, il y en a qui en perdent. Et tu es forcément en train de le prendre aux plus pauvres, et tu es forcément en train de creuser les inégalités, tu es forcément en train de machin, tu vois. Ça, c'est faux. Ok. Tu vois. Et oui, il y a des industries dans lesquelles, bah oui, c'est le cas, tu vois. Je peux te partager ma pire expérience professionnelle. Ma pire expérience professionnelle, c'est dans une boîte d'agroalimentaire dont l'enseigne se trouve juste en dessous de nous, mais je vais pas la citer. Ok. Mais comme ça, tu sais de qui on parle. Ok. Et en fait, j'ai bossé dans un entrepôt de préparation de commandes pour eux. Donc concrètement, tu reçois les commandes des magasins et tu fais des palettes. Ok. Donc, Pour une marque de grande distribution. marque de grande distribution. Et donc, c'est les palettes qui vont être livrées ensuite dans les magasins et ensuite qui vont être mis en rayon. Ok. Donc, tu reçois la commande, bah, eux, ils veulent 10 packs de canettes de coca, ils veulent 2 packs de vin, ils veulent machin. Et donc, tu as un énorme entrepôt et tu as ton petit truc. S'il y en a qui ont déjà vu je crois que c'était un cache investigation qui avait fait tout un cache investigation sur les préparations de commandes dans les entrepôts. Donc, moi, j'étais ce gars-là, tu vois, qui a le casque, qui reçoit les commandes et qui machin, voilà. Pour ceux qui ont les mêmes rêves que moi, c'est dans Les Bêtisiers, celui qui fait tout tomber, comme ça, sur lui, sur le châleau riveteur. Voilà, c'est moi. C'était lui. C'est moi. Et donc, là, tu vois, dans ces sphères-là, littéralement, quand tu t'enrichis tout en haut, les gens, ils s'appauvrissent. Vraiment. Là, tu vois, c'est vraiment des industries où, forcément, les gens qui sont en haut, ils essayent de vraiment mettre la pression vers le bas pour pouvoir s'enrichir. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est un peu ce genre de bail. Là, moi, tu vois, bah, dans nos univers, même si on fait pas le même métier, tu vois, dans nos univers, en fait, c'est pas parce que nous, on gagne plus d'argent qu'il y a d'autres personnes qui s'appauvrissent, tu vois. D'accord. Et donc en ça, bah oui, en fait, tu gagnes de l'argent de manière complètement éthique. En plus de ça, bah, t'aides aussi des gens potentiellement à eux aussi mieux gagner leur vie, à trouver leur voie, à prendre confiance en eux, etc., etc. Moi, je veux dire, je travaille avec des entrepreneurs aujourd'hui, ils ont un projet, ils galèrent, et on arrive avec Bulldozer et on déverrouille la situation et ils ont une boîte qui fonctionne après. J'ai l'impression que c'est plutôt éthique comme job, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est totalement possible de faire ça. Malheureusement, il y a plein de gens qui n'osent pas aller gagner plus d'argent parce qu'ils sont pris dans ce truc de oui, mais si à un moment donné je gagne plus d'argent, forcément ça veut dire que je vais faire quelque chose qui n'est pas éthique, ou alors on va penser
mon entourage va penser que je C'est fais des ça. choses qui sont pas éthiques, tu vois. J'arrive un peu comme une brute, mais c'est vraiment la question que je me pose. Tes amis, ton entourage créatif, artistique, etc., est-ce qu'ils ont changé d'attitude par rapport à toi depuis que tu gagnes de l'argent, depuis que t'es patron, depuis que t'es... Ouais. Ouais, carrément. Et comment t'as géré ça? Ça m'a fait beaucoup de mal. En fait, j'ai longtemps trouvé ça très injuste. Hmm. Parce que j'ai pas changé. Je suis toujours la même personne, en fait. Je suis toujours la même personne, sauf que ben, je fais un métier dans lequel j'ai la chance de gagner pas mal d'argent, tu vois. Mais, en fait, ce qui est particulier, tu vois, c'est... et même encore aujourd'hui, hein, mes amis parlent plus de mon argent que moi je parle de mon argent. Ouais. Ça se matérialise comment? Je sais pas, tu vois, tu es à un dîner, ça m'est arrivé la semaine dernière, donc je suis au travail. Dîner entre amis et tout, machin. Ah, et au fait, Jordan, alors le salaire et tout, tu vois. Mais mec, on n'a rien à faire, tu vois. Je veux dire, c'est pas un sujet, tu vois. Mais tu sens que il y a ce truc où. Je pense qu'il y a un peu. Alors, forcément, au travers du discours, tu vois, c'est un peu ce truc de c'est pas bien, c'est pas très éthique, tu vois. Eux, ils le pensent un peu de cette manière-là. Bon, après, je leur explique, bah, tu vois, tout ce qu'on vient de se dire, et puis voilà. Mais je pense aussi que bah, c'est un peu le fantasme de l'argent. Et que, en fait, ça les concerne eux, mais ça pourrait concerner plein d'autres personnes. Je pense que n'importe qui, en fait, tu vois, je veux dire, tu vas dans un marché de quartier, tu dis, tu sais que cette personne, elle gagne tant d'argent et c'est beaucoup d'argent, naturellement, il va y avoir un fantasme autour de ça, tu vois. Mm. Et je pense que eux, ils sont un peu pris dans ce truc, mais c'est pas parce que c'est mes amis, c'est parce que en France, c'est comme ça. Je trouve ça super intéressant le paradoxe là qu'il est en train de nous expliquer entre l'argent et le rapport à ses amis. Je te propose qu'on creuse un petit peu plus profond, mais avant, promets-moi de t'abonner et de commenter cette vidéo. Allez, on est reparti. Oui, mais le fait est que ce soit tes amis, ça devrait déverrouiller ce fantasme, parce qu'ils te voient bien au quotidien, ils voient bien qui tu es. Oui, mais en fait, tu vois, le truc, c'est. Euh, pour eux, il y a un peu. C'est un peu. Et ça, et d'ailleurs, un truc très intéressant, c'est que je vois un psy depuis un peu plus d'un an maintenant, pour divers sujets, et on a beaucoup abordé ce sujet-là, où moi aussi, à un moment donné, j'ai un peu eu le sentiment, et je pense que eux, ils ont ce sentiment-là aussi, mes amis, qu'il y a deux Jordan. Vie privée, vie professionnelle, et que du coup, il y a un peu une espèce d'hypocrisie. C'est soit je suis hypocrite dans ma vie professionnelle, parce que en fait, c'est pas vraiment moi, soit je suis hypocrite dans ma vie privée, parce que c'est pas vraiment moi. Mm. Et en fait, tu vois, moi j'ai longtemps eu ce truc-là aussi de putain, mais en fait, mec, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre, tu vois, blablabla. En fait, je suis juste quelqu'un d'un peu complexe et c'est complètement ok, tu vois. Et j'adore faire du business et j'adore faire l'art et machin et blablabla. Et en fait, ça s'oppose pas, c'est quoi le délire, tu vois. Mm. Mais tu peux facilement te dire, ah bah non, mais c'est pas compatible. C'est totalement compatible, tu vois. Donc maintenant, t'es plus en paix avec cette dualité. 100%. Et comment ça se matérialise du coup avec les autres? Est-ce que du coup, comme t'es en paix avec toi-même, ça passe? Bah, en fait, maintenant, je suis vraiment en paix avec le truc et avant, ça me heurtait, personnellement. Je me disais, putain, encore une fois, tu vois, l'injustice. Vraiment, j'avais ce sentiment d'injustice, tu vois. Et maintenant, en fait, je sais pas, ça me fait marrer, tu vois. Mm. Je me dis, bah, en fait, maintenant, je me dis un peu, c'est pas mon problème. Au début, je me disais, c'est mon problème. Comment est-ce que je vais arriver à leur faire comprendre, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est pas mon problème. Toi, t'es en paix avec toi-même, c'est leur problème, tu vois. Mm. Et ça a mis un peu du temps à arriver, mais maintenant, vraiment, aucun souci, tu vois. Et là, tu vois, typiquement au dîner la semaine dernière, on me fait une réflexion et tout, ça me fait marrer, tu vois. Et du coup, moi, tu sais, je réponds, et toi, c'est quand que tu fais ton oseille, tu sais? Mm. Et Voilà. ça passe. Ah oui, ça passe. Puis tu sais, tu vois, c'est un peu ce truc aussi d'hypocrite de, mais si l'argent, c'était vraiment pas important, pourquoi est-ce que tu m'en parles autant, tu vois? Et du coup, ah bah oui, machin, je dis, donc, sois à l'aise, gagne ton argent, moi, je serais très content, je peux même t'aider à en gagner plus, si tu veux. Ça te dit, tu vois? Mm. Donc voilà. Mm. Ok, je comprends. Est-ce que tu aimerais des fois revenir à cette époque de... Je reste bloquée sur les dreads, hein, je sais Ouais, pas mais ça. Non, mais vas-y, l'image, vas-y. elle m'a... Ouais, Ça vas-y. m'a... À cette époque un peu 2016-2017, avant ta fameuse rencontre dans la rue, qu'est-ce que tu aimerais dire à ce Jordan-là à l'époque par rapport au fait d'être en paix maintenant, aujourd'hui? Waouh, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas du tout dire. Va voir un psy avant, Ouais, peut-être. bah, peut-être, tu vois. En fait, je dirais que bah, globalement, mon moi plus jeune, j'aurais juste envie de lui dire.
t'inquiète, ça va aller, tu vois. En fait, c'est juste ça, tu vois. T'inquiète, ça va aller. Bien évidemment que tu vas passer par des phases pas cool, etc., etc. Tout n'a pas à être. T'es pas obligé de résoudre tous les sujets tout de suite. T'inquiète, t'as encore du temps. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc. Ma première boîte, typiquement, sachant que c'était un peu folie, start-up, levée de fonds, blablabla, j'avais vraiment ce truc de faut que je réussisse vite. Tu vois? Oui. Et maintenant, franchement, je me rends compte à quel point mais c'est ok d'y aller lentement en fait. Et c'est pour ça que plus jeune, je pense que bah, tu vois, on reparlait post-bac, tu vois, il faut tout de suite choisir Mm. les études supérieures qui vont te permettre d'aller du point A au point B, au point C, au point D. Et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, tu vois, Et tu vas être coincé pendant 5 ans. Il y a ce côté de tu n'en sortiras pas, donc ton choix, c'est t'as 3 mois pour faire ton choix et c'est fini. voilà. Et surtout, à l'issue des 5 ans, tu pourras faire ce métier et rien d'autre. Ouais, Tu sais. ouais, et tu vas être bloqué là-dedans. Voilà, Ouais. et tu vas être bloqué là-dedans, donc fais vraiment le bon choix, tu vois. Mm, mm. Et c'est parce que c'est une vision très très court terme. C'est pour ça que le moi plus jeune, en fait, j'aurais juste envie de lui dire, Tu sais que ça me fait vachement penser à mon petit frère. Mon petit frère, lui, il était pas très bon. Enfin, c'est pas qu'il était pas très bon, mais il aimait pas trop les études, c'était pas trop son truc. Il y avait un truc dans lequel il était bon, c'était tout ce qui était administratif, comptabilité, tu vois. ok, Du coup, mes parents l'ont plus aiguillé, bah écoute, fais un BTS, tu vois, comptabilité, ça peut être intéressant. Et il faisait que de répéter, mais moi, je veux pas passer ma vie derrière une chaise. Je veux pas passer ma vie le cul sur une chaise derrière un bureau. Et mes parents essaient de lui dire, mais ça veut pas dire ça. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu as l'impression que tu vas prendre un chemin, que tu auras que ce chemin-là, que tu vas pas pouvoir en sortir. ouais, ou même, tu vois, c'est vraiment, pour beaucoup, le fait que tu fasses des choix, ça veut forcément dire que tu as une ambition, machin. Je Oui. te donne un exemple. Il y a 3 ans de ça, je me suis inscrit au CAP cuisine en candidat libre. Oui. Parce que je suis un passionné de cuisine, etc. Quand j'ai dit aux gens autour de moi, ah, je me suis inscrit au CAP cuisine en candidat libre et tout, absolument tout le monde m'a dit, ah, mais du coup, tu veux devenir, tu veux ouvrir un restaurant, tu veux devenir chef professionnel et du coup, tu veux quitter ton boulot et tout, machin. Non, j'ai juste envie de bien savoir cuisiner. C'est tout. C'est génial. Et je ne sais pas par où commencer. Et je me suis dit qu'en m'inscrivant au CAP, bah, du coup, j'aurai un programme. C'est le programme un peu classique, que j'apprendrai la technique et tout machin. Et du coup, je vais apprendre des trucs trop cool. Basta. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et vraiment, cette espèce de pression de chaque décision que tu prends, ça veut dire que c'est un choix professionnel et tout machin. Non, juste fais des trucs et puis ça va marcher, tu vois. Mais juste, faut pas être dans l'inaction. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça le truc qui est important, c'est pas être dans l'inaction. Et pour le coup, ça, j'ai jamais été dans l'inaction. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je dirais juste à mon moi plus jeune, t'inquiète, ça va le faire. C'est parce que déjà à cette époque-là, je me mettais en action. Mm. Et du coup, à cette époque, vraiment, j'étais obsédé par c'est quand va arriver mon moment, tu vois. Et c'est pour ça que je dirais, t'inquiète, au pire, c'est pas maintenant, au pire, c'est pas dans 5 ans, au pire, ce sera peut-être jamais, mais t'auras appris des trucs et ce sera cool, tu vois. Voilà. Et imagine, là, tu as un mec devant toi, il est perdu, il est dans sa période, je sais pas où je veux aller, je sais pas ce que je veux faire, je veux quelque chose qui a du sens, mais il est dans l'inaction. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais lui donner pour se mettre en action? Wow. CAP, là tu passes en CAP. Wow. CAP interview. Là, tu Si poses t'as des pas, questions, c'est deep, hein. En fait, j'ai envie de dire, en fait, j'en reviens un peu aux raisons de l'inaction, tu vois. Je pense que les choses qui bloquent les gens, c'est le sentiment de ne pas être capable, la peur de l'échec et la peur du regard des autres. Je pense qu'une combinaison de ces 3 facteurs fait que la plupart des gens, en fait, se disent, non, non, mais en fait, tu vois, faut pas y aller. Donc, tu vois, mes conseils, en fait, ce serait vraiment ce truc de, en fait, les gens, ils en ont rien à faire. Leur problème, c'est eux, c'est pas toi, tu vois. Et les gens, ils peuvent être, ils s'imaginent être de bons conseils, etc., etc. Mais en fait, si tu le sens, franchement, vas-y, tu vois. Moi, je veux dire, quand j'ai quitté Valeo, ma mère, ça a vraiment été, mais qu'est-ce que tu fais? Hmm. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre là, ça y est, t'as chopé un super job et tout machin, blablabla. Bla, 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 bla. Et je disais juste, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Juste, j'ai envie de faire autre chose. D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens d'une conversation lunaire que j'avais eue avec un collègue de Valeo à l'époque, où je lui annonce que je pars. Lui, c'était déjà un manager. Donc lui, il avait la possibilité de m'ouvrir la voie vers des postes de management, etc., etc. On s'entendait super bien. Et puis les opportunités dans des boîtes du CAC 40, il y en a beaucoup.
Et donc, je lui dis, bah, je vais partir, je vais monter ma boîte et tout. Et lui, il était en mode, mais quoi? Qu'est-ce que tu fais et tout, machin? Et je lui disais, bah ouais, mais en fait, je me plais pas, j'ai envie de faire autre chose et tout. Et en fait, il m'avait dit, je me souviens plus exactement la phrase, mais c'était globalement ça. Il m'avait dit, mais tu sais, Jordan, l'avantage quand tu bosses dans une boîte comme Valeo, c'est que si la semaine, bah, tu kiffes pas, tu gagnes suffisamment d'argent pour te faire plaisir le week-end. Oh, la tristesse. Il m'avait dit ça. La tristesse de la phrase. Ouais, il m'avait vraiment dit ça. Le travail, c'est 5 jours sur 7, on est d'accord, quoi. Ouais. Ça prend énormément de temps dans ta vie, juste pour se dire, oh, bah, heureusement qu'il y a le week-end, quelle horreur. Et lui, en fait, il m'avait dit, tu auras suffisamment d'argent pour t'acheter des plaisirs Oh, ailleurs qu'au taf. oh, la tristesse. Et moi, vraiment, je lui avais répondu, oui, mais en fait, si je passe 100% de plaisir au taf, j'aurais pas besoin de me les acheter, toutes ces merdes. Par exemple. Voilà. Ouais. Et du coup, tu vois, je me souviens que ça avait été vraiment le choc des cultures, tu vois, cette conversation, où vraiment, on s'était dit, on se comprend pas, tu vois. Et du coup, voilà, tu vois, moi, pour moi, le conseil à l'inaction, c'est vraiment, oublie que t'as aucune chance. C'est comme Sur un malentendu, ça peut passer. Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut passer. Et puis en fait, ok, ça risque de prendre du temps, ok, tu vas peut-être pas craquer le truc tout de suite et tout, mais en fait, des opportunités, tu vas en avoir. Et le nombre de personnes aujourd'hui, tu vois, par exemple, par exemple, des potes à moi, qui viennent de finir leurs études ou qui ont fait des formations, etc., etc., et tu vois, je sais pas, qui me disent, bah moi, en fait, ce qui me ferait kiffer, c'est copywriter ou ghostwriter, ou tu vois, peu importe, tu vois, par exemple, et qui vont me dire, mais j'ai pas les diplômes. Et c'est des gens qui sont bons. Hmm. Et vraiment, je leur dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous, quoi, tu Ouais. vois? Et du coup, tu vois, vraiment passer ce cap de, tu vois, vas-y, au pire, j'y arrive pas, mais on s'en fout. Et puis de toute façon, ça va tomber dans l'oubli d'ici 2 ans. Oui. La réalité, c'est celle-là aussi. Les gens oublient, bien sûr. On oublie. Mm. Et donc, voilà, tu vois, c'est pas des conseils vraiment. Non, 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 mais je. Mais tu vois, c'est vraiment casser ce truc-là, quoi. C'est casser les croyances limitantes. Ouais. Voilà. Je prends. C'est génial. Merci beaucoup pour tous tes enseignements, Jordan. Avec plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tout roule très bien pour Jordan aujourd'hui. On en a appris beaucoup et on va le mettre à l'épreuve. Jordan, on va faire un petit jeu. Ouais. Je ne sais pas si tu connais le Burger Quiz. Oui, J'ai j'adore. complètement pompé le concept et on va faire un burger de la mort. Ok. Donc je vais te poser 10 questions à la suite. Tu vas garder toutes les réponses dans ta tête et tu me les ressors à la fin, toutes dans le bon ordre. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Ouais, je crois que je suis pas très bon, mais je suis prêt. J'ai hâte de voir, Vas-y. j'ai hâte de voir On est ça. parti. À tout de suite. Ok Jordan, je vais te poser les 10 questions dans l'ordre. Tu vas retenir les 10 réponses dans ta tête et tu me les ressors d'un seul coup. Ok. Est-ce que tu es concentré? Pas encore suffisamment, il faut que je me mette dans ma bulle, là. Prends tout ton temps. Tu peux fermer les yeux, tu peux te poser. Vas-y, on est parti. Ok, attention. Question numéro 1. C'est une bonne situation, ça, cofondateur? Question numéro 2. Tu regrettes tes dreadlocks? Question numéro 3. Quel est le numéro de cette question? Question numéro 4. Vrai ou faux? Growth hacking, en grec ancien, signifie « Excusez-moi monsieur, je cherche la place Saint-André, celle avec une petite cathédrale et le clocher en bois. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît, vous seriez bien aimable ?» Question 5. C'est vrai que bulldozer devrait s'appeler tractopelle à la base? Ça va commencer à devenir chaud, là, vas-y. Ça va aller. Question 6. Si on échangeait nos vies, quel serait ton surnom? Ok. Question 7. Tu préfères faire un bad buzz sur LinkedIn ou YouTube? Ok. Question 8. Ça va? C'est ma préf. Ok, j'allais vraiment répondre à la question. Ok, alors attends, ça sort. Ok. Question 9. Si Louis Pile s'est marié avec Thibault Louis, comment est-ce qu'il se serait appelé? 5 minutes later. Je viens de comprendre la blague. J'aime bien celle-là. Tu me casses le cerveau. Alors, ok. Dernière question. Comment s'appelle ce podcast? Jordan, je t'écoute. Oui. Non. 3. Faux.
Non. Valoche. LinkedIn. Oui. Louis-Louis. L'effet kangourou. Bravo Jordan! Génial! T'avais peur, t'as eu tout bon! Ouais, Génial! je suis heureux. Je pense qu'on peut se permettre, hop, de t'offrir la statue, donc le kangourou d'or pour ta réussite. Bravo Jordan! Oh. Tu peux prendre ton kangourou d'or. On n'a pas encore le budget pour un kangourou d'or, mais il arrive très bientôt. Et je pense que tu vas pouvoir regarder la caméra juste en face et remercier, du coup, comme aux Oscars, tous ceux qui t'ont soutenu. Et moi, en tout cas, je te remercie vraiment pour ta présence dans ce podcast et pour toute l'expérience que tu nous as livrée aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Et du coup, je voudrais effectivement remercier ma famille, mes proches, mes amis qui n'ont pas encore d'argent, mais j'espère pouvoir leur apporter de l'argent dans le futur. Et puis tous les gens qui me soutiennent au quotidien, toi pour l'invitation. Voilà, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan.